Mes chers amis, bonsoir. Si vous étiez extrêmement riche, philanthrope, que vous vous intéressez à l'actualité politique et spatiale, vous faites quoi? Les possibilités sont multiples. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une star d'Hollywood qui a financé un programme spatial de surveillance d'une zone de guerre grâce à l'industrie du café. Parce que pourquoi pas? Notre histoire se déroule au Darfour, une région difficilement accessible et qui a été le théâtre d'événements tragiques depuis plusieurs décennies. Le Darfour, c'est là, une région de 500 000 km² à l'ouest du Soudan en Afrique et peuplée de 7 millions d'habitants. Depuis plusieurs millénaires, il abrite un mélange de peuples, de langues, d'ethnies, d'anciens royaumes qui ne s'entendent pas toujours très bien. L'accession aux ressources a toujours été une source de conflit dans ce climat semi-aride coincé entre deux gros morceaux du Sahara. Si la saison des pluies dure plusieurs mois, entre juin et septembre, le reste de l'année est très sec, avec des températures avoisinant les 40 degrés. Ajoutez à cela une instabilité politique, des périodes de sécheresse, des conditions de vie difficiles, et vous avez assez d'ingrédients pour que cela devienne une zone de guerre. Une guerre militaire et aussi une guerre économique. Pourtant, ça fait un peu l'oasis au milieu du désert, y compris par son climat moins extrême que les dunes du Sahara, que par les gisements d'or, de pétrole, de cuivre, de fer et d'uranium. Au centre de la région se trouve le Djebel Mara, un stratovolcan culminant à 3042 mètres d'altitude et qui possède une immense caldeira formée suite à sa dernière éruption il y a plusieurs millénaires. Aujourd'hui, il fait office d'immenses réserves d'eau avec des terres cultivables aux alentours. Donc forcément, d'une valeur inestimable. Le problème du Darfour, c'est qu'à part ses ressources naturelles, la population qui y vit a toujours été quelque peu négligée par le gouvernement soudanais, qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment un état stable depuis son indépendance en 1956. Ajoutez à ça des tensions entre les agriculteurs nomades et sédentaires, les groupes qui se battent pour les ressources, la population qui a doublé en 20 ans dans les années 2000, et les différentes ethnies qui ne s'entendent absolument pas avec la politique d'uniformisation du gouvernement central. Arrive alors notre antagoniste du jour. Et vous allez voir que antagoniste, c'est un faible mot pour le décrire. En 1989, Omar Hassan Ahmed el-Béchir organise un coup d'état militaire et prend le pouvoir au Soudan. Il réprime systématiquement l'opposition et interdit toute forme de contestation. Le Darfour n'est pas spécialement sa priorité, mais ça va vite le devenir lorsque des groupes dissidents comme le Mouvement pour la justice et l'égalité ou le Mouvement de libération du Soudan lancent des attaques contre les forces gouvernementales en début d'année 2003. Ces groupes réclament un meilleur développement humanitaire et économique, avec plus de droits, un meilleur accès à l'éducation, sauf que les tensions montent et les groupes prônent rapidement la lutte armée. En effet, el-Béchir a toujours voulu unifier de force son pays sous son égide et renforcer la loi religieuse comme législation. Sauf qu'au Darfour, certaines ethnies qui sont d'ailleurs là depuis plusieurs siècles voire millénaires et qui ne sont même pas arabophones, c'est-à-dire qu'ils parlent même pas la même langue, voient ce projet d'un très mauvais œil. Quelque peu embêté par ces groupes dissidents, le président recrute des milices et organise une répression dans le Darfour. Le conflit va durer 17 ans, 7 mois et 7 jours. El-Béchir n'est pas l'unique belligérant, ni le seul responsable, mais il sera à terme accusé de nombreux crimes et exactions, ainsi que de multiples mandats d'arrêt internationaux par des pays occidentaux. Et les premiers à souffrir de cette situation, ce sont les civils. L'une des plus graves crises humanitaires modernes est sur le point de se produire, faisant déplacer des millions de personnes, et 300 000 en succomberont en 20 ans. Qui dit conflit dans un monde moderne dit forcément solution moderne. Et comme cette chaîne, ça parle d'espace et de technologie spatiale, on fait appel à des satellites de surveillance. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les images satellites prises en orbite basse ont été une petite révolution. Non seulement n'importe quel état ou entreprise privée avec suffisamment de moyens peut louer leurs services, mais la résolution d'images dès les années 90 a commencé à être extrêmement précise, avec une qualité exceptionnelle et des détails jamais vus auparavant. Ça permet d'avoir des images, des données météo, des données radar, et en suffisamment grande quantité. Quand on est dans une zone de guerre, la surveillance spatiale est une source considérable d'informations, qui peut être utilisée pour le meilleur
comme pour le pire d'ailleurs. Ce qui montre aussi que le problème n'est pas la technologie en soi, mais la façon dont on l'utilise. Dès le début du conflit, des images satellites de certaines zones de guerre ont été utilisées pour documenter les incendies et les destructions systématiques des villages civils par les milices engagées par le gouvernement. Et c'est très important parce que ça permet de prouver la matérialité des faits auprès des instances internationales, tout en étant couvert juridiquement et protégé physiquement. Oui, parce que s'il est malheureusement possible d'enfermer une population pour que personne ne sorte ou ne rentre, il est plus difficile de neutraliser un satellite en orbite dans l'espace qui file à plus de 27 000 km/h. Bon, là on a parlé de géographie, de guerre, de surveillance spatiale et de satellites. Il est temps de faire une pause. Une pause café, tiens. Ah oui d'accord, en fait ça part vraiment dans tous les sens aujourd'hui. George Clooney, acteur américain, producteur et accessoirement icône d'Hollywood. Tout le monde le connaît. Même si vous n'êtes pas familier avec sa filmographie, vous connaissez son nom, son visage et l'image qu'il véhicule à l'international. Mais si je vous ai montré juste avant l'extrait d'une célèbre publicité, c'est parce que George Clooney c'est aussi ça. Une figure marketing énorme et indispensable pour l'industrie du café. Enfin, l'industrie de Nestlé. Au début des années 2000, Nespresso, une filiale de Nestlé, qui n'est pas spécialement réputée pour être la marque la plus éthique du monde, décide d'améliorer son image et de la rendre plus attractive, tout en lui donnant un cachet un peu plus luxe et glamour. En 2005, il contacte Clooney pour faire une campagne de pub, dans laquelle il se joue lui-même, et où il fait du Clooney tout craché. Une personne charismatique et très classe. Sans parler de cette petite phrase « What else ?», qui va rapidement devenir indissociable de la marque. Et ça va tellement bien marcher. Un truc de ouf. Nespresso va enchaîner les pubs légendaires. Ce côté un peu décalé et classe va tellement booster Nespresso que les ventes de café augmenteront de 46% en 2007, qu'on attribuera donc à l'effet George Clooney. En 2014, le chiffre d'affaires de Nespresso représentait 5% du chiffre d'affaires total de Nestlé. Ce qui est absolument énorme quand on connaît le nombre ahurissant de filiales que possède la multinationale vaudoise. Et c'est pour cette raison que Nespresso reste encore aujourd'hui le leader mondial du café en capsule. C'est pour cette raison que vous connaissez la marque, que vous connaissez le slogan, que vous connaissez les petites notes dans la musique, et c'est aussi pour cette raison que George Clooney est devenu extrêmement riche. Enfin, en plus d'être déjà extrêmement riche. Le contrat de sponsoring entre l'acteur et la marque est l'un des plus prolifiques de l'histoire. On estime qu'entre 2006 et 2017, il aurait touché 40 millions de dollars juste pour son rôle d'ambassadeur de Nespresso, plus 10 millions de dollars par an pour ses publicités. C'est pas un contrat d'acteur hollywoodien là, c'est un contrat de superstar de foot. Donc Nespresso et Clooney, c'est un énorme coup marketing. Même si en vrai, bon, les polémiques autour de Nestlé ont pas diminué. Sauf que Clooney, il est aussi connu pour son engagement politique et humanitaire. Et il se contente pas juste de faire des spots de pub mielleux où il dit que c'est pas gentil d'être méchant. Non, il va plus loin que ça. Comme toute immense star, il est soumis au problème des paparazzi. Vous savez, ces fameux journalistes pas super regardants sur la vie privée qui scrutent le moindre de vos faits et gestes pour savoir ce que vous avez mangé le midi. Du coup, pourquoi ne pas faire l'inverse ? Pourquoi ne pas, lui, jouer le paparazzi en espionnant les moindres faits et gestes de gens pas très sympas sur Terre ? Genre, à tout hasard, voilà, comme ça, un dictateur qui massacre sa propre population depuis 25 ans et qui engage des milices pour faire le boulot à sa place pour faire croire qu'il a les mains propres. Je dis ça juste comme ça. Nous sommes en 2010. Le conflit au Darfour est toujours présent et la crise humanitaire inquiète l'ONU. 7 ans après le début des hostilités, le conflit s'est enlisé et les affrontements se font plus rares. Mais la situation s'éternise et la population se vide. Le Tchad, pays frontalier, a d'ailleurs du mal à gérer autant de réfugiés à la fois. Des accords de paix ont été proposés au Qatar sous l'égide de l'ONU, mais les groupes rebelles n'ont pas signé les accords parce que rien n'obligera par la suite le gouvernement à faire plus d'efforts pour aider le Darfour, si ce n'est l'exploitation des ressources. Dans ce marasme géopolitique, El-Béchir continue d'envoyer ses milices. Et ça va attirer l'attention de notre vendeur de café. Fin 2010, l'acteur se rend sur place, au Soudan, avec son ami John Prendergast, un activiste des droits humains.
et se rend rapidement compte de l'urgence de la situation. En effet, de multiples sources journalistiques soupçonnent le gouvernement de viser volontairement des zones civiles dépourvues de forces rebelles. C'est un crime de guerre. Et pour prouver ça, il faut amasser un maximum d'informations pour bien montrer à tout le monde qu'El-Béchir massacre sa propre population. Alors autant prendre un peu de hauteur. Je veux dire littéralement. Autant prendre de l'altitude. C'est là que l'idée de la surveillance spatiale refait surface. L'ONU, Google, l'université de Harvard et l'ONG de John Prendergast, qui est l'ami de George Clooney, s'associent ensemble pour former un programme spatial. Bon, c'est pas l'équivalent d'Apollo où il retourne sur la Lune, hein, mais techniquement, ça reste un petit programme spatial. L'ONU met l'accent sur le projet et fait office de soutien politique, Harvard s'occupe du traitement des images, qui sont hébergées également par Google, et George Clooney finance tout ça. Mais avec quel argent? Parce que quand même, ça coûte des millions de dollars. Et précisément, avec la fortune qui s'est faite, grâce au sponsoring des publicités de Nespresso. Il le dit d'ailleurs lui-même, ses pubs avec le café lui ont permis d'injecter des millions de dollars dans son programme spatial, qui va appeler le Satellite Sentinel Project, et que nous on va surnommer SSP, ou juste Sentinelle. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit on construit un satellite, soit on utilise un satellite déjà existant. L'avantage d'avoir son propre satellite, c'est qu'on peut tout contrôler. Mais il faut le concevoir, ça coûte extrêmement cher, et il faut attendre des années de production. Et puis votre satellite, vous l'envoyez comment dans l'espace? Avec une catapulte? Non, pas du tout. Il faut louer les services d'une agence spatiale, privée comme publique, ça dépend, et qui attache votre satellite sur son lanceur. Donc c'est pas du tout réaliste. Enfin si, mais ça prend trop de temps et ça coûte trop cher. Du coup, la deuxième solution, c'est de louer les services d'une entreprise privée qui possède déjà des satellites en orbite, et c'est bien plus pratique parce que vous n'avez pas à passer des années à construire le vôtre de satellite. Parce que oui, en plus de louer des caravanes, des camping-cars et des voitures quand on part en vacances, on peut également louer des satellites. Prenez Hubble. Le télescope emblématique de la NASA ne prend jamais des photos au hasard. L'agence spatiale loue ses services auprès d'équipes tech, d'ingénieurs, d'universités, toutes triées sur le volet, qui demandent à Hubble des positions du ciel dans le cadre de leurs études ou de leurs travaux. Là c'est pareil, ils vont aller chercher Digital Globe, une entreprise américaine basée à Denver au Colorado, qui se spécialise dans la commercialisation d'images spatiales, ou en tout cas prises depuis l'espace. Déjà rien que l'appellation, c'est classe. Dans le cas du Darfour, Digital Globe capture les images des zones de guerre, qui sont ensuite récupérées parce qu'elles sont achetées par l'ONG de George Clooney et analysées par les équipes d'Harvard et de Google. C'est d'ailleurs là-bas que se situera les bureaux de Sentinelle, à l'université de Harvard. Le but, c'est de produire des rapports extrêmement précis qui prouvent les atrocités commises par le gouvernement soudanais au Darfour et de publier librement les fichiers sur Internet et dans les médias. Comme ça, c'est open source, c'est en libre accès et tout le monde peut les partager. Plusieurs satellites sont réquisitionnés. Worldview 1 et 2, GeoEye 1 et QuickBird. Tous en orbite basse entre 480 et 770 km d'altitude. Donc en orbite basse et en orbite héliosynchrone. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les photos de la Terre, mais héliosynchrone, c'est lorsque votre satellite est en orbite polaire, donc passe tout le temps au-dessus du pôle sud et du pôle nord, et profite de la rotation de la Terre pour que, lorsqu'il passe dans la face éclairée de notre planète par rapport au Soleil, on puisse voir le satellite depuis la surface, toujours à la même heure. Ou plutôt, avec le Soleil dans la même position dans le ciel, chaque jour. Un satellite en orbite héliosynchrone, c'est ultra important pour produire des images satellites de bonne qualité, parce que comme ça on s'emmerde pas avec les différences d'ombre, voire même la position du Soleil, et puis aussi l'exposition et la luminosité. Par exemple, Worldview 1, donc l'un des satellites, prend des photos en bande avec une couverture de 60 km de large. Et chaque jour, il peut photographier l'équivalent de 750 000 km² de la surface de la Terre. Donc, dans le cas du Darfour, c'est très pratique parce que c'est plus petit et il suffit d'un seul passage pour avoir un maximum d'informations. Les 4 satellites ont collecté pendant des années un maximum de preuves, d'images et de photos qui illustrent le déplacement forcé de civils au Darfour. Ils vont croiser ça avec les témoignages des reporters de guerre sur le terrain. Ils ont permis d'identifier des cratères d'obus, des villages incendiés, des déplacements d'avions et de troupes,
des mouvements militaires et une traque des milices depuis l'espace. Avec un budget initial de 750 000 $ en 2010, Sentinel va coûter plusieurs millions de dollars, mais va fournir des détails exceptionnels et inédits du conflit, ce qui contribuera aussi à sa forte médiatisation. George Clooney se déclare d'ailleurs être lui-même le paparazzi d'El-Béchir, pour garder un œil sur lui. D'ailleurs, le programme Sentinel a même aidé des rangers du parc national de Garamba en RDC pour lutter contre le trafic d'éléphants. Point faible, trop fort. Et là, il est temps de passer à la question qui fâche. Est-ce que le programme Sentinel est seulement légal ? Parce que techniquement, une entreprise multimilliardaire, une autre entreprise privée qui bosse dans l'espace, une université et un acteur hollywoodien qui s'associent pour faire tout ça, ça peut ressembler à de l'ingérence. Et donc, peu importe le bien fondé moral de cette organisation, ça peut ne pas être conforme à la loi. Bon, sauf qu'en fait si, évidemment. Vous vous doutez bien que George Clooney s'est un minimum renseigné sur le droit avant d'investir des millions de dollars dans ce programme spatial, d'autant plus qu'il a eu le feu vert des Nations Unies. Le traité de l'espace de 1967, toujours en vigueur aujourd'hui, bien qu'obsolète sur certains points, stipule que l'espace extra-atmosphérique est libre d'exploration et d'utilisation par tous les États et particuliers. Il y a une exception, c'est si tu fais de la concurrence déloyale ou si tu portes atteinte à l'intégrité de la santé des satellites en orbite basse. Et là, bon courage pour prouver que Digital Globe a un monopole satellitaire en orbite. Et en plus, c'est même pas une atteinte à la souveraineté du territoire soudanais. Il n'y a pas de contrôle sur les observations effectuées depuis l'espace. Sinon, vous vous doutez bien qu'une entreprise comme Google ne pourrait jamais publier des images satellites du Tibet, de l'Érythrée, de l'Antarctique ou de la Corée du Nord, tous réputés comme étant les régions les plus fermées du monde. Si tu fais de l'espionnage qui sert les intérêts d'un gouvernement ou d'une entreprise privée tierce qui n'a pas déclaré participer au projet, ça c'est illégal. Sauf que toutes les images de Sentinel ont été achetées dans le contrat avec Digital Globe, et ces derniers peuvent pas gueuler si jamais leurs images qu'ils ont fournies avec leurs satellites sont librement sur internet, ils s'en foutent, ils ont déjà été payés. D'ailleurs, George Clooney a dit ceci à propos du projet. El-Béchir a déclaré que je l'espionne, et voudrait savoir si j'aimerais avoir une caméra qui me suit partout où je vais. Eh bien c'est déjà le cas. Bienvenue dans ma vie, monsieur le criminel de guerre. Je veux que vous ayez la même notoriété que moi, mais pas pour les mêmes raisons. Franchement, il a tout dit. What else ? Sans le SSP, la médiatisation du Darfour aurait sans doute été très différente. En 2018, le FMI tape à la porte du Soudan pour organiser un plan d'austérité pour éviter la future faillite de l'État. L'inflation explose, le prix de l'essence augmente de 30% et le trône du président vacille de plus en plus. À la suite de manifestations, El-Béchir est destitué et rapidement emprisonné le 1er mars 2019. 3 ans plus tard, en avril 2022, il sort de prison pour aller à l'hôpital à cause de problèmes de santé, mais certaines personnes soupçonnaient son rapport médical d'être bidouillé, et que ce soit finalement un prétexte pour ressortir un peu plus libre qu'en étant en prison. Ah oui, au fait, il est également accusé d'avoir détourné 9,5 milliards de dollars. Un chic type, je vous dis. Le 3 octobre 2020, après 6429 jours de guerre, le conflit du Darfour s'arrête, suite à un nouvel accord de paix. Mais une paix de courte durée seulement. Depuis avril 2023, le Darfour est à nouveau sous le feu d'une guerre civile, qu'on appelle également le conflit des généraux. C'est la 4e guerre civile du Soudan. Depuis son indépendance en 1956, le pays a passé presque 80% de son existence en guerre. Pendant ce temps, George Clooney continue de faire des publicités pour Nespresso. Et si aujourd'hui, le projet Sentinel a cessé d'exister, il n'est pas impossible que Clooney démarre d'autres projets humanitaires pour couvrir ce genre d'événements. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.